Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis Fabrizio Galanti, le directeur d'Arc en Rêve. Je suis très content de voir une salle aussi pleine. Une petite introduction à cette soirée qui nous rend très heureux. Avant tout parce qu'on recommence finalement avec quelques mois de suspension de nos activités à relancer des conférences, des colloques, des rencontres ici à Arc en Rêve. Dans un texte que nous avons utilisé dans la communication de cette conférence, Duncan Lewis, duquel je vais dire 2 ou 3 mots bientôt, écrit qu'il faut repenser la relation entre architecture et nature. Et effectivement, nos activités du démarrage de cette année ont été très influencées par la nature parce que le virus Omicron a complètement bouleversé notre programmation. Nous avons imaginé en début d'année, donc à cheval entre janvier et février, de réaliser une série de rencontres publiques qui auraient, d'une certaine manière, amplifié les thèmes qui étaient portés par l'exposition Arboretum, que peut-être quelques-uns de vous a visité dans nos galeries. Ceci n'a pas été possible et donc nous avons complètement transformé notre programmation qui reprend aujourd'hui avec cette rencontre. Arboretum était une exposition qui essayait de montrer comment les architectes, les designers, les architectes du paysage ont incorporé différentes visions du rôle des arbres dans leurs projets. Et il se trouve qu'un des projets qui était à l'époque inscrit dans cette exposition était un projet de logement de fin de semaine, de location, réalisé par Duncan Lewis il y a déjà 25 ans, je crois peut-être, non peut-être un peu moins. Qui en plus avait l'avantage d'avoir une très belle maquette qui se trouvait heureusement de l'autre côté de la rue, vu que le bureau de Duncan est juste en face de l'entrepôt. L'exposition donc a finalement eu une temporalité un peu curieuse, dans le sens que déjà dans le mois de juillet de l'année dernière, nous avions anticipé les thèmes de l'exposition avec un colloque entre Philippe Ram, architecte, et Emmanuel Koch, philosophe. Et donc ça nous a paru absolument normal, adéquat, d'avoir ce soir cette présentation qui relance, amplifie et multiplie un peu les thèmes qui va être porté par cette exposition. Vu que Google est accessible partout au téléphone, je vais ne pas faire le récit des CV de nos illustres invités de ce soir, mais donc vous pouvez très facilement trouver ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, ce qu'ils pensent dans leur démarche. Mais j'aimerais quand même dire 2 mots en essayant d'expliquer mieux pourquoi nous sommes ici avec eux ce soir. Nous avons donc demandé à Duncan d'imaginer avec nous une présentation de son œuvre, de son travail, qui puisse aller un peu au-delà du projet qui a été installé dans la galerie blanche, en essayant de mieux comprendre effectivement comment cette attention au naturel a été portée dans tous ces projets. Il nous semblait, en tant que spectateur très séduit par sa démarche, qu'il y a une réflexion à la nature, je dirais, c'est pas offensif, pragmatique, concrète, efficace, où la nature doit amener au projet au-delà d'un certain romantisme qu'on trouve de plus en plus en architecture, aussi pour des effets concrets de bien-être, de modification de la perception. Et donc nous voulions mieux comprendre comment cette attention a été portée au long d'une trajectoire. Et c'est Duncan qui nous a plutôt proposé d'imaginer cette soirée dans un format d'un dialogue, d'un débat, d'une conversation, parce que c'est bien évident à beaucoup de nous, mais il est assez clair dans son œuvre, qu'un travail aussi fin, aussi complexe, se réalise aussi dans le dialogue, aussi dans la collaboration, dans l'échange avec des experts, avec des consultants. Et donc c'est Duncan qui nous a dit pourquoi ne pas imaginer un échange, un dialogue avec une personne qui m'a accompagné dans plusieurs projets. Et donc ce soir est avec nous aussi Claude Figuereau, qui est botaniste, qui a une trajectoire, je dirais plutôt autour de Nantes, mais pas seulement, disons à partir de Nantes, peut-être c'est plus adéquat de dire ça, de botaniste en dirigeant plusieurs institutions, en particulier le Jardin botanique de Nantes, et aussi en rentrant en collaboration avec des architectes et des designers, donc en amenant une vision proactive du végétal, donc comme un élément qui peut effectivement transformer nos existences. Donc nous allons écouter cet échange. Donc, moi, j'en sais pas trop, je suis assez curieux d'être surpris par ce que vous avez préparé pour nous ce soir. Et on essaie en général, avec les activités d'Arc en Rêve, de tisser des liens, d'imaginer des connexions. Et par exemple, j'en ai trouvé une assez intéressante. Lors de la période de l'exposition, nous avons reçu ici en conférence Philippe Richard, qui est le directeur du Jardin botanique de Bordeaux, avec une conférence sur le thème du nomadisme du végétal. C'est-à-dire dans sa lecture du végétal, le végétal est beaucoup moins statique de ce qu'on l'imagine. Et c'est un thème qui revient aussi dans l'œuvre de Figuereau. Et c'est assez intéressant. Donc, d'un côté, on dit que le végétal est plutôt statique, il n'a pas, comparé aux animaux, une possibilité de mouvement, mais vice-versa, le monde naturel est extrêmement habile
imaginer des manières de se déplacer, de voyager, de transporter son code génétique un peu ailleurs. Donc un thème qui avait déjà été évoqué par Philippe Richard. Et je dirais quasiment que l'architecture est utilisée par le végétal d'une certaine manière pour pouvoir se retrouver dans des endroits où il ne serait pas attendu, être déplacé, décalé par rapport à ses origines. Et donc je crois que c'est peut-être autour de cette idée de la mobilité que deux choses finalement assez statiques comme les bâtiments et les plantes seules sembleraient produire, en réalité quand elles se trouvent disons, alliées, agencées une avec l'autre, génèrent ce type de mouvement et j'espère bien que ce type de mouvement sera aussi au cœur de cette soirée. Le format est le format standard d'Arc en Rêve, donc on va écouter cette présentation qui sera suivie d'un échange avec nos publics. Bienvenue et merci. Je peux. Comme d'habitude, je peux. Où il faut commencer. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation ce soir. Dans le monde professionnel, c'est pas si simple que ça. Et même comme je peux ce soir, c'est un moment de repos. Parce que croyez-moi, de construire aujourd'hui, c'est pas un masse à faire. Croyez-moi, je crois qu'il y a beaucoup de monde ici, c'est le même problème. Voilà, on va. Est-ce qu'on peut commencer le diaporama? Il faut cliquer là-dessus, ou je sais pas, peut-être c'est moi. Voilà. Bonsoir. Et un très très grand merci de Claude, de mon compagne. On se connaît pas trop, c'est assez curieux. Mais comme on est ensemble, il y a une forme de déclic qui se passe. Et moi, je ferme ma gueule et Claude, il continue, il bavarde, il sort des choses qui sont assez extraordinaires. Et voilà, je ne cache pas qu'aujourd'hui, je suis un peu perplexe, un peu de situation. Nous, hommes et femmes, on se trouve dans notre monde. Et j'essaie de parler de ça. Et comme on parle de la notion de nature, tout de suite... excuse-moi de dire ça, Claude, mais tout le monde pense sur des choses comme le papillon, le fleur, les feuilles, les arbres et tout ça. Mais je pense que l'élément le plus important pour moi, c'est la nature, c'est nous. C'est nous, notre position, nos échanges qui entourent le monde, surtout par rapport à demain. Voilà. Moi, je suis un mec un peu bizarre. Je suis designer pendant un bout de temps. Après, j'ai quitté cette terre européenne. J'ai allé au Japon. Et que j'ai découvert plein mal de choses. Et j'ai eu la fortune après, sans être archi, de quelqu'un, un gentil monsieur, qui m'a invité à Bordeaux pour participer un peu à la vie. Ni moins ni plus. Et c'était un très, très, très bon moment de ma vie. Je rencontre beaucoup de monde, extrêmement généreux de cette époque-là. Et voilà, on va bavarder un peu entre moi et Claude. C'est pas une présentation. Je vais vous montrer quelques projets qui sont peut-être des projets que j'estime pas très finis. Une autre chose que je veux juste partager avec vous, je suis plutôt un architecte qui fait des choses moches et pas finies. Et je suis assez sérieux là-dessus. Je pense qu'il faut donner la place de l'homme pour intégrer dans notre travail l'habitat, le territoire, le paysage. Voilà, c'est tout. Je finis le conflit. Ben c'est bien, c'est très bien. Ouais, c'est bon, c'est pas mal. Hein. Bon, mais je vais essayer de cliquer. Voilà, juste une petite intro. Vraiment, merci beaucoup d'être invité ici. C'est déjà un lieu que j'ai beaucoup estime. Beaucoup d'amis qui sont traversés on peut dire pas des 4 murs, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Et voilà, je rappelle, c'est un partage des expos avec Jacques Condolat, c'est absolument merveilleux. Et
comme j'étais invité de partager avec ces braves hommes-là, j'ai dit, putain, quelle famille, hein. Oh, punaise. J'étais frappé parce que, comme on regarde Godfrey Bauer et son hôtel, c'est absolument un truc de ouf. James Wines, mais oui, James. Joseph Beuys avec son intervention, 7000 chaînes, incroyable. Bon, je ne veux pas nommer tout le monde, mais j'étais perplexe et très heureux. Très, très heureux. En tout cas, merci beaucoup. Et ça m'a permis, moi, de sortir 2-3 éléments dans l'agence, d'enlever un peu de poussière, parce qu'ils sont là depuis un bout de temps et je ne savais pas quoi faire avec. Et voilà, c'est ça que je nettoie un peu, qui apparaissait dans l'expo. Voilà. Je n'ai pas envie de citer des choses. Je n'aime pas faire des confs où on a besoin de lire. Sauf que, peut-être tout à l'heure, une petite phrase. Voilà, je suis pote avec beaucoup de monde. Je suis pas pote avec beaucoup de monde aussi. C'est la vie. Voilà, il y a certains textes qui sont faits par des amis, Manuel Gauza, en Espagne, d'autres comme même Philippe Ram, Jean-Pierre Robert, Patrice Goulet, quelques amis autour de moi. Voilà, ça c'est cette notion de qu'est-ce que c'est architecture. J'ai participé pendant longtemps en Espagne avec Manuel Gauza sur la notion de qu'est-ce que c'est de ville de demain et qu'est-ce que c'est de ville dans le passé. Tout est pas rose, il faut faire quelques réponses. Ça c'est un petit croquis que je s'appelle ça un icotone. J'ai croisé ce mot 30 ans avant et ça m'a donné beaucoup de cœur. Et la chose que je vais essayer de partager avec vous ce soir, c'est qu'est-ce que c'est important comme un architecte de ne pas être avec des architectes. Pour moi, c'est fondamental. La chose que j'adore, c'est être dehors de mon milieu qui me protège et pour prendre un risque. Et ça c'est absolument génial, quoi. Et voilà, c'est pour ça que Claude, pour moi, c'est un gourou comme James Wines, parce que voilà, on se discute ensemble. Et voilà, ça c'est un dessin qui était fait par Najrik quelques années avant. Voilà, on commence à voir cette notion un peu de mélange de choses. Voilà, et même le bonhomme qui danse. Et je suis très intrigué par cette mot que j'ai rencontré, un mot de botaniste. Oui, oui, c'est un terme que tu utilises en écologie principalement et qui met en évidence lorsque deux milieux se rencontrent. Par exemple, lorsque la forêt rencontre la prairie, lorsque la lande rencontre la forêt, etc. Et c'est la zone où ces deux milieux s'interpénètrent. C'est ça un écotone. Et ce que nous dit Duncan, qui est assez intéressant, c'est que dans son dessin d'en haut et de droite, on a la nature. Il a mis des petits sapins, si je me souviens bien. Et de l'autre côté, il a mis des immeubles. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans les immeubles, il y a aussi de la nature, puisqu'il y a des humains, et que nous en faisons partie intégrante. Et dans la zone d'écotone des deux, l'humain rencontre son habitat naturel classique, c'est-à-dire la nature au sens strict. Mais l'homme a une influence sur cette nature. Et du coup, créer dans la ville des écotones humain-nature, c'est sans doute ça la ville du futur, à mon sens. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nature d'un côté et il n'y a pas l'architecture, l'urbanisme de l'autre, mais il y a un croisement des deux. C'est, je crois, Soto de Moura qui avait parlé de faire rentrer, comme les deux doigts de la main, les doigts des mains, la nature dans la ville. Et c'est créer ça. Et l'écotone, c'est vraiment ce milieu qui est dans la nature l'endroit le plus riche en biodiversité. Et donc, si on fait des écotones humain-nature, on devrait trouver de la biodiversité assez extraordinaire.
voire même créer de la nouvelle nature. C'est ça qui est incroyable. Voilà. Il y a des mots qui rebondaient dans ma tête et j'ai dit, mais oui, c'est un langage de tout le monde, quoi. Comme c'est un langage de tout le monde, comment on peut appliquer ce langage? Voilà, je pense que la palette de couleurs, ça va être beaucoup plus riche. Voilà, comme j'avais dit, j'avais un problème quand j'ai quitté l'Europe dans l'école. J'ai trouvé qu'on était dans un problématique très agressive, très compétitive. Et c'était pas un moment début de ma carrière que je voulais être dans cette notion d'être compétitif dans le design. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais avec Eto Sotsas, Branzi, et après au Japon avec Shiro Kawamata. C'est des gens à cette époque-là qui faisaient des choses, l'expo ici de Branzi, absolument bouleversant. Ça m'a forgé dans ma vie. Mais à un moment, l'Europe, voilà, stop, je prends l'air. Et j'ai intéressé à cette époque-là au Japon. Et je ne suis pas architecte, mais j'ai rencontré des gens, des architectes et tout ça. Et voilà. Et le bâtiment moche, ça m'intéresse beaucoup. Le bâtiment moche. Tu sais comment on met un bol le lendemain pour boire le thé au Japon. C'est pas le truc romantique que j'ai envie de dire. Tu regardes l'objet lui-même, il n'est pas de sens, c'est broncal. Tu regardes, on est mal, c'est moche. Mais dès qu'on entre, dès qu'on prend dans nos mains, dès que ça devient quelque chose en rapport avec notre corps, tout d'un coup, il y a des choses qui se passent, quoi. C'est merveilleux. Le moche, ça devient merveilleux. C'est cette notion de réappropriation de choses autour de nous. C'est super top, quoi. Voilà. Ça c'est Japon. Et c'est la naissance un peu de ces images qui, voilà, c'est Juppie. On avait monsieur et madame Bon qui nous avaient contactés. On avait fait un petit concours, ça s'appelle Europon. Europon, on sait qu'est-ce que c'est. Et c'est quelques années avant, quoi. Et on avait fait un petit concours à Saintes. C'était une réhabilitation d'un quartier de Saintes. Et on avait fait un projet, et on a bien aimé le projet. On a dit, pourquoi on a réinscrit le paysage dans la ville, pour mieux être. Et voilà, on a perdu, bien sûr, parce que Europon c'est fait pour ça. On n'est pas construit, rien et tout. Mais messieurs et madame Bon avaient vu un petit article, et voilà. Ils disent, je vois bien que j'habite dans un petit bord, assez moche, et avec une très belle forêt, et voilà, on est tout le bâtiment autour de nous, en périphérique, un peu de banlieue, un lotissement, tu sais, un lotissement. Crêpé, tuiles, petite fenêtre, un petit jardin. Plutôt un jardin avec une haie, tu vois, où on plante un peu bizarre, un peu bas de gamme, un peu pas de sens. Et voilà, ça c'est... Et monsieur et madame Bon a dit, vous avez une semaine de travail sur un projet. On a dit, ok, on y va. On était sur place et on a pris plein de photos. Et ça c'est un collage de projet qui ont montré à monsieur et madame Bon. Elle a dit, putain, c'est exactement ça qu'il faut. On a dit, bravo, on y va. Et voilà, et je vais vous montrer quelques images de projet en évolution. Ça, c'est une image de chantier. Parce que tout le monde me dit systématiquement, mais comment ça s'entretient? Comment tu peux planter ça si près d'un bâtiment? Qu'est-ce que c'est qui sert? J'ai dit, je ne sais pas, je vais juste faire des choses moches, je ne prends pas trop de tête, mais techniquement, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est des fondations de projets, bien étudiés par des Anglais, et après un système de deep root qui protège le bâtiment.
Ça, c'est le bâtiment après quelques années. Et croyez-moi, à cette époque-là, les gens disent, ça ne marchait jamais, quoi. Ça ne marchait jamais. Et une autre chose, c'est tout cette manteau, je fais ça exprès. C'est pas forcément la végétation qui se trouve localement, sauf dans le jardin, dans le lotissement. Ce c'est que le mauvais arbre. Je suis en train de travailler avec de mauvais arbres, avec des gens en face de moi, pour pas avoir trop un décalage, parce que déjà le décalage est énorme pour les gens. Voilà. Et c'est vachement drôle, hein, parce qu'on utilise un prunus. Prunet à feuilles rouges, prunet pissardi s'appelle. Et les gens étaient bizarres, ils se disent, mais tu fais ça, c'est un peu de camouflage. Mais je dis, peut-être, mais allez le printemps, c'est Rose Bonbon, c'est un projet super gay, quoi. C'est Gayland, c'est génial, quoi. Hein? Mais c'est important pour moi pour exprimer, derrière tout ça, c'est pas juste regarder sur son premier degré, il y a plein d'interactions, plein de notions par rapport au temps qu'on a envie d'exprimer. Et bien sûr, voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Bah oui. Hein? Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a affaire qu'à des espèces de jardin, hein, traditionnellement, des espèces qui sont largement domestiquées depuis très longtemps par le jardin, et qui sont à nouveau redomestiquées sous une autre forme, qui conduit à la plante à ce qu'on appelle une accommodation. C'est-à-dire que l'action humaine va accommoder la plante à une situation, de même manière que la plante peut s'accommoder à des vents sur la côte, où la plante va se mettre en drapeau, où elle va se rabougrir, etc. Eh bien, cette accommodation-là, c'est lié à l'activité humaine. Donc, en fait, on s'aperçoit que nous-mêmes, on a des capacités à jouer avec le végétal pour l'accommoder à nos propres souhaits. C'est plutôt intéressant. Bon, ça, c'est le projet 20 ans après. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est assez moche. On ne sait pas où on est. On dort bien. Il y a des fraîcheurs. Hiver, il y a des fenêtres qui sont situées devant là où les arbres tombent en hiver, parce que tu sais, les arbres, ils perdent ses feuilles de temps en temps en hiver. Tout naturellement, quoi. On utilise des mécanismes très simples, extrêmement scientifiques. Et on a mis là des fenêtres dans certains endroits. Voilà, en hiver, il y a plus de lumière qui entre dans le bâtiment, quoi. En fait, c'est des cabanes dans les arbres. Ouais, un peu ça. Pour revenir à ce qui se fait actuellement. C'est des arbres dans les cabanes. Ou les arbres dans les cabanes. Ouais, mais ce qui est surtout intéressant dans ce type de réalisation très proche du bâtiment, c'est que ça va être très très favorable à la vie faune, aussi à une entomofaune. Et en fait, ça peut s'avérer très très riche et très intéressant pour les habitants, puisque là, du coup, le moineau ou le rouge-gorge qui chante, ils l'ont au pied de la fenêtre. Donc du coup, un contact sonore très très important pour l'habitant, en sachant que les bruits de la nature sont reconnus comme apaisants. Et selon les travaux de Mark Berban dans l'Université de Michigan, qui a analysé l'impact de la nature sur le cerveau, en comparant des gens qu'il a envoyés en ville et des gens qu'il a envoyés dans la nature. Et sa conclusion, c'est de dire que la ville épuise le cerveau, alors que la nature lui permet de s'élever. Donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'on a de la nature à portée de sa fenêtre et à portée de la main. Une autre discussion qu'on a eue avec Claude tout à l'heure, c'est cette notion de domestication de le paysage, quoi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, et le point de vue de Claude, c'est assez frappant. Et moi, je fais ça pour plusieurs raisons. Certaines que je ne comprends rien.
regarde, là, on est dans une forme de truc assez géométrique. Voilà, ça, c'est une forme de l'homme qui continue le paysage, qui contrôle le paysage. Mais à la même temps, il y a des choses qui se passent sur le chantier qui étaient fous, quoi. Parce que normalement, on avait un support végétal intérieur de colonne au cœur, là. Excuse-moi. Ici, normalement, ça, il avait une forme de bande de grillage, ça s'appelle un taupier. Et unfortunatement, pendant le phase chantier, on n'avait pas d'argent. Tu vois, ça existait même à cette époque-là. Ça ne se faisait pas. Et c'est une chose géniale. Tu vois, c'est une forme de tout ce qui se passe. C'est la nature et l'artificiel en même temps. Et je pense aussi, de manière que je vois les choses, comme je parle d'une architecture moche, c'est surtout laisser place pour ça. Laisser place pour des choses qui ne sont pas tout calculées, pas tout dessinées. C'est un grand débat que j'ai eu dans les écoles où je suis présentement à Marseille. C'est dessiner plus à la main, quoi. Laisser des choses aléas dans tous ces travaux. Voilà. Est-ce que la végétation, est-ce qu'en ville, on pense plutôt que les arbres sont le vide et le bâtiment sur le plein? Qu'est-ce que se passe quand on inverse cette situation? Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est la végétation, les arbres, c'était de plaine. Et bien sûr, vous êtes au courant, les arbres, ils nous aident un petit peu. Comme il enlève la forêt dans l'Amazon, il y a problème. Et ça, c'est aussi un gros dilemma aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que le mouvement moderne en architecture, et en plein d'autres choses, dans toutes les civilisations partout dans le monde, c'est ça qui nous avait isolés de notre environnement, quoi. C'est ça qui nous avait coupés. So, il faut ressouder cette chose. Et urgentement. Voilà, ça c'est il y a 2-3 personnes qui jouent au football, là. Le petit point là. Je crois qu'une c'est Poutine, parce que ça c'est en russe. Voilà, Claude, de temps en temps, je montre des choses de Claude que j'aime. Je ne sais pas pourquoi, j'aime. Ça, c'est à Powys. C'est pas loin de Cardiff, dans la land of my fathers, in Wales. Et voilà, c'est la plus grande haie qui existe dans le monde. C'est une haie. Je pensais que c'était un rocher, et non, c'est fou, quoi. C'est un arbre, c'est des arbres. Et alors, quand Duncan m'a montré cette image, ma première réaction, ça a été de dire, j'aimerais bien rentrer dedans pour voir quelle est l'architecture de l'arbre, comment il a développé une architecture propre pour arriver à ce résultat. Et là, c'est tout à fait impressionnant, parce que on sait que les arbres ont une architecture élémentaire, etc. Et là, comment l'arbre fabrique son architecture et l'art du jardinier, c'est d'accompagner l'arbre dans ses expansions. Pourquoi c'est tout bosselé? C'est dès qu'une branche s'écarte, nous en France on la coupe. Eux ils la gardent et ils font le tour. Et ils développent comme ça des structures extraordinaires et imaginaires. J'en avais vu une en Angleterre moins haute que celle-là, mais très longue, qui était complètement bosselée comme ça. Et vous voyez, c'est quand même une sacrée hauteur. Hein. Donc dessous, il y a des ifs. On connaît tous l'if. En architecture élémentaire des arbres, l'if est de la même architecture que le sapin et l'épicéa. C'est ce que les botanistes ont appelé le modèle de Massart, qui ont une architecture très caractéristique, avec des branches verticillées, etc. Et là, comment, à travers la taille, l'architecture qu'a développé ces arbres à partir de plans qui étaient de 1,50 m sûrement à l'origine, qu'on a laissé filer dans toutes les directions, pour obtenir ça. Ça, c'est impressionnant. Comment l'arbre peut, dans son accommodation, dont j'ai parlé tout à l'heure, comment il arrive à s'accommoder à un travail régulier. Par contre, comme c'est un accommodat, si on lui lâche la bride,
il essaie de reprendre sa forme initiale et son architecture initiale. Alors, pour rappeler, Halley et Holdeman, Halley est très très connu, a été prof à Montpellier, il a beaucoup développé sur les arbres, et c'est lui qui est à l'origine du radeau des cimes, vous savez, qui allait explorer les forêts tropicales. Et avec Holdeman, ils ont écrit un essai d'architecture élémentaire des arbres tropicaux, et ils ont défini, pour l'ensemble des arbres tropicaux et un peu ceux de chez nous, 24 modèles architecturaux qui portent pour chacun, vous voyez les numéros, qui portent pour chacun le nom d'un botaniste qui a travaillé sur ces questions en France et dans le monde. Je vais passer assez vite, mais au cas où vous avez quelques moments juste pour lire ça, c'est quelque chose que je crois fortement, très fortement. Et pour moi, la chose que je dois, c'est comment on est tenu pour faire quelque chose dans le croûte qui entoure la terre, c'est d'être vraiment le plus intime que possible avec cette lieu. Et le problème, c'est la manière qu'on vit aujourd'hui, ça c'est difficile. C'est difficile. Il faut absolument donner le temps qui est précieux pour vraiment travailler sur cette notion de territoire et là où on se trouve. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est incroyable. Ça, c'est dans l'Amazonie. Hein. C'est une tribu qui fabrique l'architecture. Ça veut dire qu'il fabrique une forme de petite clairière au cœur de la forêt. À l'extrémité, c'est des endroits où il y a plutôt de plantations. Et tous les éléments qui sont fabriqués, qui fabriquent cette clairière, c'est le découpage d'arbres, ils réinjectent ça pour fabriquer un habitat collectif. Je ne veux pas dire qu'il faut faire ça en milieu de Bordeaux, croyez-moi, mais juste réfléchir comment les gens ils se réagissent par rapport à un contexte, un environnement. Voilà, c'est ça qui me motive. Et voilà, c'est moche, mais c'est putain incroyable. Quoi. C'est juste fou, quoi. Ce travail de clairière que font les tribus en Amazonie a fait dire à un bon nombre d'archéologues et de botanistes qu'en fait la forêt amazonienne ne serait pas une forêt primaire. Tout simplement parce qu'elle est reconstituée sur ces espaces. Qu'après l'exploitation des terres autour de l'habitat et après les cultures sur brûlis, la terre ne produit plus, parce qu'on est sur des latérites, avec très peu de matière organique, beaucoup d'entraînement de la matière organique par les pluies abondantes. Et du coup, mais comme il n'altère absolument pas le biotope par des intrants chimiques, physiques, etc., dès qu'ils repartent, la forêt qui est juste autour se referme et referme le trou. Et les archéologues en forêt amazonienne trouvent des charbons de bois extrêmement anciens, plusieurs milliers d'années, dans la forêt, alors qu'on est incapable de dire. Donc, ce qui a fait dire que, en fait, cette forêt-là, cette dynamique, elle est faite aussi de l'action de l'homme. Donc, on l'a dit primaire, mais en fait, philosophiquement, on ne sait pas si elle est primaire, véritablement. Par contre, dans sa composition, elle ne varie absolument pas sa composition. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce que quand nous, on intervient à coups de bulldozer dans la bordure de ces forêts, la forêt ne peut pas revenir. Parce que la plupart des arbres de ces forêts ont des semences qui germent dès leur maturation et ne peuvent pas, on ne peut pas garder les semences dans un sachet et puis les semer l'année d'après. Ça n'existe pas en forêt tropicale, et pas les arbres tropicaux. Donc du coup, leurs graines, elles doivent germer dès qu'elles tombent, elles doivent germer et trouver leur emplacement. Et le moment pour une plante le plus difficile de croissance, c'est sa naissance, c'est-à-dire c'est le moment où la plante est la plus fragile, c'est le moment où sa graine doit trouver un endroit pour pousser. Et du coup, en forêt amazonienne, ben, ça fonctionne. Ça, c'est
C'est un plan masse. Voilà, c'est un plan masse. Ça, c'est... J'ai un pote que j'ai rencontré à Japon, à Ogui, Ogmundsvolle. Il me dit, Duncan, il faut absolument que tu fasses un petit concours avec moi. C'était en Norvège, pas loin de Oslo. Et tu vois, la limite de terrain en forme de forme un peu biscornue, tout ça, dans un endroit près d'une grande ville, forêt, avec une forme d'énormes roches graniteuses et tout ça. Et voilà, on a fait un projet et les clients avaient dit, il faut que vous faites un travail plutôt sur le périphérique et laissez le milieu tranquille, parce que c'est beau. Tu sais, moi, j'aime pas trop le beau. Sur le moment, je n'ai pas le droit d'aller, mais j'y allais quand même. Et c'est vachement intéressant. Ça veut dire tu peux réacter dans un endroit que normalement tu n'as pas le droit d'aller. Et c'est vachement intéressant parce que comment on extrait la pierre, et avec Ogui, on a été dans plusieurs endroits pour regarder un peu comment on extrait la pierre et tout ça. Qu'est-ce que c'est l'homme sur la planète et tout ça. Et on voulait garder, bien sûr, certains arbres. Comme tu regardes ici, c'est un peu l'extrême. C'est fait pour. Voilà, mais on voulait garder des arbres, on voulait garder tout cet écosystème. Et on voulait prendre toutes les choses qu'on a pensé que c'était des destructions de cette bout de territoire. Et on voulait réinjecter ça et construire avec. Construire un nouvel écosystème. C'était un groupe scolaire. Et c'est ce qu'on avait fait. Et voilà, on a reconstitué les choses, on a broyé tout le matériel sur place et on a installé ça dans le projet, quoi. Et bien sûr, il avait un deuxième étage, un étage où c'est de forêt et tout ça. Et voilà, on était très, très intéressés de cette forêt, des arbres qui existent et des arbres qu'on était obligé de débiter pour laisser place des élèves. Et tout à l'heure, j'ai montré cette image à Claude et je dis, putain, je connais ce mec-là, je travaille avec lui. Voilà, c'est... Oui, tout à fait impressionnant. Pennon est venu exposer au Musée des Beaux-Arts à Nantes. Et moi, j'étais au Jardin des Plantes juste à côté. Et du coup, il avait besoin de grands pots en terre. Et ils m'ont demandé de lui trouver des pots en terre. Donc, je suis allé livrer les pots. Et il est arrivé avec un arbre très fin dont on voyait tous les départs de branches. Il était en train de sortir des caisses de transport pour le mettre en vertical. Et je le regarde, mais j'arrive de loin. Puis je lui dis, il est drôlement beau, votre mélèze. Alors là, il est tombé sur le derrière. Hein, je vais être un peu poli. Et il me dit, mais comment vous savez que c'est un mélèze? Jamais personne ne me dit ça, ils ne savent pas, les gens. Je lui dis, c'est simple, parce que le mélèze, c'est comme l'if. Il a la même architecture élémentaire avec les branches qui sont verticillées comme ça, au même niveau. Donc je lui dis, ça c'est forcément un conifère. Et non seulement c'est un conifère, mais à la couleur du bois et la forme du bois, c'est un mélèze. Alors il m'a expliqué après qu'il avait récupéré une des énormes poutres dans le Piémont, de très vieux bâtiments qui avaient été démolis, et il a recherché, en partant de l'extérieur, le départ des branches et la suite du départ des branches, pour retrouver, à partir du centre, la forme qu'avait l'orge quand il avait 40 ans. Donc il est parti du centre, il a compté le 40e cercle, et après il a tout dégagé pour revenir au 40e. Donc il a remis l'arbre dans ses 40 ans. C'était assez... Donc on a eu beaucoup de discussions après, pendant toute l'exposition, on s'est revu plusieurs fois, parce que c'était assez magnifique ce qu'il faisait, et je lui donnais des explications botaniques à quelque chose qu'il n'avait même pas apprécié à aucun moment. Donc c'était assez amusant. Mais c'est charmant garçon. Rechercher la naissance de jeunesse d'un être, parce que l'arbre c'est un être, mais c'est juste fou, quoi. C'est une forme de réinverser la notion de temps, retrouver comme c'était avant, avec une forme de justesse. Je pose la question, est-ce que dans notre ville de demain, ou est-ce que dans l'architecture, le temps il est vraiment utilisé comme un matière à jongler, à jouer, à faire avec, quoi.
un peu cynique, comme j'ai dit, de Society par rapport au temps, mais c'est casse-gueule, l'espèce de moment de temps. Les informations qu'on prend dans la figure, c'est Mars costaud, quoi. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour prendre tout ça. De temps en temps, je bois un coup et je cache dans un coin. Je dis non, stop. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis sûr et certain, et il faut juste dire une matière de construction, c'est le temps. Il faut dire ça à un promoteur. Il faut un promoteur qui, voilà, ok, on va donner des clés. Et peut-être c'est pas fini. C'est pas fini, ces trucs. C'est pas fini. Bon, c'est d'autres... Bon, c'est à nouveau l'architecture des arbres. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai croisé Branzy comme j'étais jeune. Et voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas dessiner, quoi. Et c'est l'homme dans une chose un peu de nature. C'est juste fou, quoi. C'est beau. C'est pas moche. Voilà, on a coupé pas mal les arbres, on a détruit pas mal de sites, on a converti le minéral sur le site à Kouanazut et voilà, on a redébité tout le bois sur place, séché. Et après, on a importé ici en France plusieurs arbres parce que les clients ils voudraient qu'on ait travaillé sur la notion de vitraux, l'identité spécifique de ces projets. Ça, c'est des arbres qui sont venus en France, on a coupé. Et c'est incroyable, le course d'un arbre. Ça révèle le temps, c'est génial, quoi. Chaque arbre est différent, chaque arbre est touché par un morceau de vent, un contact humain. C'est un peu comme un cicatrice sur le corps, c'est unique. Et je voulais un moment figer ça pour une éternité, dans le temps, pour réinjecter ça dans ce territoire qui s'appelle une école en Norvège. Et c'est ce qu'on a fait. On a moulé, on a gardé toutes ces signatures de cet arbre qui était gelé pour toujours. Et voilà, les gens disent ouais, c'est fragile tout ça, ça marche jamais. C'est hallucinant. On a travaillé avec des élèves qui nous avaient aidés avec Saint-Gobain pour réinstaller ces éléments, ces arbres qui ont été découpés, qui réinstallés. Et voilà, on a même vu des élèves en train de lécher de façade, quoi. C'est caresser de façade, lécher de façade. C'est pas mal, c'est pas mal. De vrai, de faux, des inconnus, le temps. Bon, on a eu quelques prix, c'est pas très important. Voilà, ça c'est un autre projet. City Manifest. J'ai pris c'est un période assez sublime que j'étais à Angers. Mon manager c'était dans un ancien sex shop côté rue et tout ça. Et j'ai des gens nouvelles qui me téléphonent. Est-ce que c'était dit de faire un projet à Mulhouse avec Jean-Philippe Hanan, avec Shigeru Man, avec. Je dis ouais, mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est ce qu'on a fait. Et ancien City Manifest, c'est un cité, c'est le plus ancien cité ici en France. Et toute la maison, c'est basé sur un carré. Chaque maison, c'est un carré, tout simplement, coupé en 4. Et chaque cas, il y a un petit jardin, où les gens poussaient des légumes et tout ça. Et dans tout le cité, à l'origine, tout était identique. C'est presque une prison. Et comme je visite aujourd'hui, tu n'es pas un seul bâtiment, une seule maison, une seule toiture qui est pareille.
Pourquoi? Parce que voilà, il y a le temps qui passe, les besoins sont différents l'une sur l'autre, et c'est une forme de modification d'un tissu urbain absolument incroyable, avec une richesse qu'un architecte ne peut pas dessiner. Et ça, je trouve ça formidable, que c'est les gens qui dessinent eux-mêmes. Voilà, moi je voulais travailler avec un peu de paysage, bien sûr, un petit jardin, et avec un carré molusien basé sur une station d'essence. Voilà, ça c'est le maquette, c'est le projet. Ouais. Claude, il n'a jamais vu ça. Non, je ne connais pas. Voilà. Et voilà, c'est des petites maquettes, hein, c'est le logement, basé sur un carré molusien. Et voilà, il y a une forme de petit module qui se balade avec une forme de forêt, de choses bizarres, un entre-deux. J'aime bien gommer les limites entre l'architecture et son territoire. Blurring. J'aime beaucoup faire de blurring. Et dans ces blurring, il y a des choses qui se passent. Et dans ces blurring, les gens ils peuvent s'approprier. Et dans cet endroit-là, Jean-Philippe et Anne, ils ont travaillé plutôt sur une extension latérale. Et moi, je voulais offrir quelque chose de plutôt en volume, quoi. Je travaille avec un rez-de-chaussée très très haut, où, bien sûr, les gens ils pouvaient installer eux-mêmes le mezzanine et tout ça. J'avais pas l'argent parce que c'était 980 francs le mètre carré. Francs. C'était chaud cacao. Hein. Ça remonte. Ça monte, mais c'était quand même rather pas crête, quoi. C'était chaud, quoi. Mais on est arrivé dans ces coups-là, j'ai tenu à bout pour faire ça. Le projet il est bien moche parce qu'on n'avait pas l'argent, mais il y a un peu de sens dans tout ça, quoi. Voilà, ça c'est le projet. Je ne suis pas fier. Il est bien moche, il est agressif. Il ne donne pas beaucoup de sens de choses que j'ai dit. Je suis désolé. Ça, c'est 10 ans après. Et un autre 10 ans est passé. Je pars de nouvelles photos. Voilà, c'est un univers au cœur de la city, au cœur de Mulhouse. C'est vraiment au cœur. Et je travaille sur le fractionnement de l'espace et toutes ces choses qui supportent cet environnement, ils sont mis disponibles pour les gens qui habitent. Ça veut dire qu'ils pouvaient changer, développer, faire ce qu'ils ont envie de faire. Ne quittez pas. Je ne veux pas aller à la toilette, mais j'ai un truc à chercher. Je voudrais bien que quelqu'un peut lire ça, s'il te plaît. Paul, tu peux? C'est sur moi que ça tombe, Duncan. C'est une lettre que j'ai reçue. C'est une lettre que j'ai reçue quelques années avant que je livrais le bâtiment. J'ai reçu ça. Monsieur, depuis août 2011, nous habitons 32 passages des Rossignols à la cité manifeste de Mulhouse, le T5 faisant l'angle avec la rue Jean Jaurès. Architecte de cette maison, nous tenions à vous écrire et à vous faire partager notre bonheur d'habiter ici. Nous aimons la terrasse sur le toit, son intimité, sa belle exposition au soleil et sa vue panoramique sur le Rhédeberg et les Vosges. La présence des arbres autour crée un havre de paix et de nature au milieu de la cité. Les oiseaux apprécient y séjourner et nous avons le privilège de profiter de leur douce mélodie. Nous aimons l'espace et la luminosité de chaque pièce. La sobriété de celle-ci fait appel à l'imagination et permet de créer son propre univers. La pièce à vivre est agréable et lumineuse.
On s'y trouve avec bonheur en toute saison. Les baies vitrées permettent à la maison de baigner dans une franche clarté du matin au soir. Nous aimons la proximité des maisons du quartier qui permet l'échange facile entre voisins. Le 30 mai, à partir de 19h, nous organisons la fête des voisins dans le quartier et nous serons ravis de votre présence. À bientôt peut-être, Céline et Christophe. Comme j'avais dit, le métier est extrêmement rude et très complexe. Avec moi et d'autres gens qui sont dans cette salle-là, on essaie de faire un minimum de compromis. Je fais ça pas pour moi, je fais ça pour les gens qui habitent dans les abodes que je fabrique. Et voilà, c'est la première fois que j'ai reçu un truc comme ça. Et à chaque fois, j'ai de down. Et croyez-moi, j'ai de down. Je regarde ça, je dis, ben, allez, on se continue un peu quand même. Quelques minutes de plus. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est drôle aussi, la façade, il change couleur. C'est pas un Technicity full Furio, c'est simple. Ça, c'est un bâtiment qui était réalisé en 2000. Il y avait cette notion déjà des extensions des espaces intérieurs vers l'extérieur. On est au cœur de Montpellier, au cœur. Il y a un parking juste en face. Et ça, c'est le projet après 6 ans. Ça, c'est le projet aujourd'hui. Voilà. Duncan, qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas tellement dans la forme. Du tout. Le tram de fenêtre, non. Le baldage un peu, voilà, pixelisé, non, je ne suis pas dans tout ça, non. Pas beaucoup de vitrage. Voilà. C'est bizarre. 3 semaines avant, j'ai un copain qui est d'Allemand qui a été sur place. Il fait hiver, hein, parce que ça c'est quand même dans une façade sud, plein sud, à Montpellier. C'est Cogne. Hein. C'est Cogne là-bas. Ça, c'est 3 semaines avant. Et il m'envoie cette photo et ils disent « Putain, Duncan, c'est tien ton affaire là. C'est tien. » Bien sûr, l'été, c'est quand même un petit barbecue sur la terrasse, quoi. Terrasse entre 12 et 14 mètres carrés. Voilà, les gens, je pense qu'ils sont contents. C'est un petit texte fait par un copain, Manuel. Voilà, c'est les gens, c'est la nature, hein. Plissage, entre nouvel-né, hein. Quelqu'un plus âgé, plus de connaissances. Bon, maintenant, je tape ma main sur la table. Je suis extrêmement, extrêmement furieux à ce présent moment. Je suis malade. Pourquoi? C'est encore ce problème que pourquoi on donne tout pour nous isoler de notre environnement, tout. Ça, c'est les hôpitaux avant. Et unfortunately pour ça, unfortunately pour d'autres, ça, c'était complètement bouleversé par la pénicilline. Et la pénicilline, elle a modifié complètement l'architecture de tous nos hôpitaux, de tous nos EHPAD. Parce qu'avant, on foutait les malades dehors.
Ces derniers 2 ans, c'est assez marquant. Tout le monde sait pourquoi. Vous avez vu toutes les émissions des hôpitaux, des EHPAD, avec des gens mais extrêmement malades, dans une forme de couloir noir. Je trouve c'est honteux. Je trouve c'est honteux que des architectes qui acceptent de faire des hôpitaux de manière que c'était fait. Et maintenant, je sais qu'on est en train de tourner dans une autre manière de penser des hôpitaux. On est en train d'essayer de faire, je sais, en Angleterre, en Scandinavie, beaucoup plus d'ouverture vers l'extérieur. Et voilà, à ce présent moment, je suis en train de travailler sur un endroit de santé pour des gens avec des problèmes d'Alzheimer. Mais aussi, on travaille avec ça s'appelle un repli, parce que souvent, les gens qui ont des problèmes d'Alzheimer, la famille, c'est encore pire. Ils s'épuisent. C'est très compliqué. Dans cet endroit, il va être un repli. C'est pour donner la possibilité de faire des vacances. Et dans cet endroit, il va être des endroits multigénérations aussi, il va être des écoles. Et après, bien sûr, le maire de Lacanau, il veut un petit endroit pour la santé. Voilà. Et ça, c'est le premier projet que je travaille avec Claude. C'est pour ça que je voulais parler avec lui. Et c'est un site pas terrible. C'était un site où il y avait un ancien hôpital. Il y a une forme de gravier partout. Peut-être tu peux décrire un peu le site. Oui, il reste encore une structure d'arbres qui a repoussé après l'abandon de l'hôpital, après la guerre, je pense, dans les années 60. Donc il y a un certain nombre d'arbres. Et la nature, en dessous, c'est encore des zones de végétation pionnière, des sables, des arrière-dunes, de la pelouse siliceuse qu'on appelle herbacée, entrecoupées par des zones de sciste, donc arbustifs, de landes à sciste et à bruyère. Mais il ne reste pas grand-chose. Enfin, les arbres sont assez dispersés, surtout du pin. Presque, il n'y a que du pin. Quelques chênes, un ou deux chênes et quelques chênes verts. Des lambeaux de la chênaie aquitanienne, le littoral avec le chêne vert, le pin, etc. Donc l'état actuel, c'est quand même c'est un milieu très très ouvert, parce qu'il y a beaucoup de végétation, d'arbustifs qui ne vivent pas sous ces arbres-là, qui vivent à l'air. Donc c'est quand même assez disparate. Et voilà, ça c'est une autre chose que je vais bien partager avec vous, c'est le contexte, c'est pas juste le contexte devant le nez, quoi. Tu vois, les êtres humains, on marche sur Terre, voilà, il y a des choses qui se passent au niveau de l'écologie d'un territoire, c'est super intéressant. Et là, on est en train de regarder les arbres, le système racinaire, et on a dit, mais c'est intéressant tout ça. Plutôt commencer à le dessin d'un projet. Tu sais, les hôpitaux, c'est plutôt un parallélépipède, avec un couloir central, parce qu'il faut être vraiment très économique. Voilà, font des élèves comme ça, comme on est malade, on ne voit pas d'eau, une connerie. On a dit, peut-être il faut trouver une autre manière de dessiner des projets. Avec Claude, on a dit, voilà, on va prendre des choses sur place, parce que c'est ça qui est bien. Il faut surtout travailler sur des choses sur place. Donc on a fait une analyse complète des différentes composantes de la végétation, y compris des arbres, de leurs dimensions, diamètre des troncs, hauteur des fûts, etc. Et on est fabriqué de formes de no man's land, c'est des formes des endroits où on a gardé des choses sur place, parce qu'ils sont bien, ils sont sains, et certains endroits, ils ne sont pas bien du tout. Et après ça, mais c'est avant on a commencé à infiltrer le programme, quoi. Et après, doucement, on essaye avec ces éléments-là, infiltrer le programme avec des liens au sol. Et on a dit, voilà, ça devient une forme de toiture autour de ce forme des éclairières qui est en verre. Et dans cette
nouvelle toiture au sol qui reçoit le projet. Voilà, on va respecter, on va prendre toute la végétation au sol, sur place. Sur place, oui. Tout, on va catégoriser. Avant le chantier, on va prendre, on va stocker ailleurs. Et après, ça va être remis sur la toiture, quoi. Et la toiture, bien sûr, elle est accessible. Et après, doucement, on a dessiné le programme. Voilà. On a eu le permis. On a obtenu le permis. Ça, c'est plutôt cool. Mais la chose qui n'est pas cool, c'est le permis, il est taqué par des écolos. Putain, mais... Réveille-toi, merde. J'ai quand même prendre soin. Je prends soin parce que j'ai besoin de cet environnement que voilà, il y a des choses, des arbres, ils donnent plein de choses. Il y a un truc, une substance de pain qui donne par rapport aux gens malades. Oui, il y avait beaucoup de pain malades. Hein, de pain de malade et tout ça. En train de descendre, enfin, avec des descentes de cime qui n'étaient pas en bon état, qu'il ne fallait pas conserver. Hein. Voilà, le permis, il est attaqué. Parce qu'ils disent vraiment no way. Je dis mais réveillez-vous. Ici, voilà, le chantier il est commencé en préparation. Voilà, il y a des zones de protection, tout ça. Bien sûr, on coupe quelques arbres. Je vous avais montré des projets en Norvège. Je coupe quelques arbres, mais les arbres ils étaient plutôt pourris, quoi. Oui. Tous les arbres qui ont été abattus étaient en bout de course, quoi, vraiment en bout de course, avec des échauffements du bois de cœur. De toute façon, c'est des arbres qui seraient tombés naturellement à court terme. Ouais, c'est le début de chantier. Hein. Nous, plutôt qu'ils utilisent de bétonneur, avec des toupies et tout ça, et les Claude qui viennent avec son pioche. Voilà. Et les chaussettes sont petites. Hein. Est-ce que c'est des pantalons, Claude? Mais c'était l'été. Hein, en fait, on a collecté toutes les végétations pionnières de petites plantes annuelles sous forme de graines pour les placer dans cet enclos, de façon à créer, à faire ce qui est une nouveauté pour l'architecture, c'est faire du transfert de banques de graines du sol vers le toit. Ça, c'est vraiment, à mon avis, une première en architecture. Enfin, moi, je n'avais jamais été contacté. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez extraordinaire parce que ce que va faire disparaître le bâtiment, en fait, ça va se retrouver dessus. Et en termes écologiques, et là, je parle vraiment en termes écologiques, c'est vraiment un gain assez extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que sur le toit, on s'est donné les moyens que ça fonctionne. On aura la dune mobile sur le toit telle qu'elle devra persister par l'avenir. Voilà. Ça, c'est ces endroits, ces enclos qui on stocke et répartis très précisément sur les endroits qui se trouve le projet. Et voilà, c'est le début du chantier, c'est la préparation. Qu'on a appelé la clairière. Donc la clairière accueille sur l'ensemble du site, on a collecté toutes les petites zones où il y avait encore des végétations sur du sable apparent pour les ressemer dans cette clairière pour augmenter la banque de graines pour le jour où on doit la récupérer dans les 2 ou 3 premiers centimètres du sol pour la remettre dessus. Et je n'ai pas beaucoup des images à l'intérieur parce que tu vois, c'est pas commencé encore, mais les choses que je vous garantis, c'est dans ce territoire, parce que c'est pas un EHPAD pour moi, dans ce territoire, à tout moment, les occupants, ils vont déambuler au travers de ce territoire, ils vont être en constant contact avec l'extérieur. La porte, ça va être ouverte, so ils peuvent se profiter de cette lieu. Et quand et moi, voilà, je reste très humble de tout ça, mais je suis tellement furieux de la manière qu'on fout notre anciens dans c'est pas l'architecture pour moi, c'est vraiment terrible. So, c'est un petit projet, c'est une petite réponse, mais au moins on peut dire bon voilà, c'est un endroit, c'est pas un EHPAD, c'est pas
c'est pas un repli, c'est pas une crèche, c'est juste un endroit où des gens ils peuvent se poser un peu, ils peuvent être un peu en contact entre eux, parce que la première architecture, c'était quoi? C'est notre corps. C'est ça, la première architecture. Il faut absolument qu'on injecte cette notion de corps, le mouvement, dans un territoire, dans un architecture. En tout cas, moi, je remercie Duncan de m'avoir fait confiance. C'est toi qui as dessiné le truc, moi, j'ai rien dessiné, quoi. tu dis, il faut que tu... C'est un projet pour un botaniste qui est hyper intéressant, justement de croiser l'architecture et cette discipline de la botanique. Moi, j'ai une spécialité en tant que botaniste de phytosociologue, donc je m'occupe beaucoup, je m'intéresse beaucoup à comment les sociétés végétales s'organisent en formant des associations végétales. Et on travaille que dans cet esprit-là sur ce sujet. Et ça, c'est aussi peu fréquent en utilisation en architecture, d'utiliser la phytosociologie. Et qu'est-ce que ça passe? Comment on utilise le mot phytosociologie. Sociologie. Dis-le en anglais. Je ne connais pas l'anglais. Je suis très mal en français, mais même mon père, à chaque fois j'étais avec mon fils, et tu parles quelle langue là? C'est long, quoi. Non, mais la chose c'est comment on peut prendre le mot qui sort de la bouche de Claude et encarcerer ça dans un langage architectural, mais putain, fais-le, quoi. Fais-le, quoi. Excusez-moi, je suis un peu long. Hein. Bon, je vais aller vite, là. Ça, c'est un beluga. Voilà, c'est un beluga, c'est à Toulouse. Hein. Voilà. Ça, c'est un petit concours qu'on a fait. Et c'est ça le site pour un groupe scolaire. Et tu sais comment c'est cogne à Toulouse, quoi. C'est pas après on mange des cassoulets, hein, c'est cogne fort, quoi. C'est hard, quoi. Putain, le mec, il te donne ça, quoi. C'est même pas un chamblay, quoi. C'est épouvantable de foutre la môme là. Ouais, on va faire un peu le forme là, on va faire... Ouais, on va faire... Non, mais il y a des très bons architectes qui savent faire ça. Moi, je ne savais pas faire, quoi. Ça, j'ai dit, putain, il faut protéger cette site-là. Il faut peut-être prendre les choses un peu en inverse et peut-être fabriquer un lieu qui nous protège un peu sur le soleil, qui laisse la fraîcheur qui passe, peut-être hiver, et plus de lumière qui entre, truc de base, quoi. De base de 2 balles. Voilà, on a dit, voilà, on est dans un scolaire, j'ai envie de monter des élèves en hauteur, quoi. Et les mômes, ils aiment bien grimper et tout ça. Non, le programme, c'est sur ces sites-là, que rez-de-chaussée. Putain de merde. Putain de merde. Ça, j'ai dit, peut-être il faut on plante avant, qui n'est pas un masse à faire, parce que les appels d'offres et tout ça, c'est fait pas si simple que ça. Et voilà, on va planter avant, le projet en 3 phases, et pour donner un espoir de gens, quoi. De gens. J'avais fait une conférence ici, dans une salle avec 60 élèves, entre 3 ans et 12 ans. Putain, vous êtes gentils, vous tous. C'était génial, quoi. Il avait des coca par terre et on les a discutés ensemble. C'était la balle, quoi. C'était génial, quoi. Et il posait plein de questions qui n'étaient pas cons, quoi. Par contre, tout à l'heure, quand tu poses des questions, c'est Claude qui répond parce que j'ai toujours un problème de répondre. Je peux. C'est évident. Oui, non, une fois les implantés, c'était intéressant de se poser la question de leur fonctionnement physiologique. Donc tout ça, ce sont des capteurs qui mesurent l'hygrométrie du tronc, son accroissement en diamètre, etc., qui donnent énormément d'informations sur est-ce que l'arbre s'est bien installé. On utilise ça maintenant assez fréquemment,
qui permet sur une plantation d'arbres relativement gros de suivre très rapidement si l'arbre va bien reprendre et s'il faut lui apporter des soins particuliers. Après la prise, quand on transplante des arbres, vous avez vu les mottes qu'on a vues tout à l'heure, donc c'est assez important. Avant que l'arbre récupère ça pour faire un nouveau système racinaire, il y a 4 à 5 ans de pédalage, et du coup on mesure par ces appareils si l'arbre est en voie de construire son système racinaire correctement, sinon il faut apporter de l'eau, plus d'eau, plus etc. Et des choses qui sont intéressantes avec un arbre, surtout certains arbres, que le surface qui développe avec le feuillage, c'est gigantesque, quoi. C'est juste folle. Et tout ça font que cet être, il est en train de nous servir, mais énormément, quoi. C'est une générosité de dingue, quoi. Et voilà, c'est pour ça, sur des arbres sont plantés, et après on a dit, mais putain, et maintenant des cols, comment on veut faire, quoi. On a dit, mais ouais, c'est des cantines, mais bon, on va laisser des arbres dans la cantine, on va pas... voilà, c'est tout un aller-retour entre des choses qui étaient déjà plantées. Voilà, je veux parler dans la technique, mais oui, quand même certaines choses qui, au niveau du système racinaire... L'intérêt de l'arbre, au niveau de l'évapotranspiration, on sait, ça a été mesuré sur un chêne en plein champ, tout seul. On a compté le nombre de feuilles et on a compté son évapotranspiration pendant au mois de juillet, donc la période la plus chaude. Il est capable en un mois d'évaporer 111 tonnes d'eau. Alors ces 111 tonnes d'eau, c'est des nuages qui font de la pluie après. Donc ça évite les sécheresses. Donc on imagine, et ces 111 tonnes d'eau qui vont s'évaporer sous le feuillage, l'eau dans la plante, elle circule à l'état liquide jusqu'à ce qu'elle arrive à la feuille, sous la feuille. Sous la feuille, il y a ce qu'on appelle des pores, comme on a sur la peau, et l'eau qui arrive là dans le stomate, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle doit passer de l'état liquide à l'état vapeur. Il lui faut donc de l'énergie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'énergie température qui est autour de la feuille et elle va servir à s'évaporer. Alors l'évaporation va monter et du coup, l'air qui est sous les feuilles, ça baisse de 3 à 4 degrés grâce à ça. C'est pour ça que l'ombre des arbres est beaucoup plus fraîche que l'ombre sous un parasol, parce que le parasol, il évapore que dalle. Il vous coupe des rayons, mais il ne vous protège pas de la chaleur. Donc c'est très différent. Et c'est en ça que l'arbre il a un intérêt primordial pour éliminer les îlots de chaleur dans les villes, c'est qu'il faut reforester au maximum. Et ce que fait Duncan, c'est un bel exemple à diffuser et à répliquer autant de fois que possible dans les villes pour que les villes deviennent vraiment des villes forêts. Et c'est comme ça qu'on abaissera et ça, en même temps, du point de vue sociétal, ça ramène les gens à la proximité de la nature et à tout ce qu'on peut trouver, ce que apporte la nature à l'homme. Et j'étais assez content parce que ça, c'est des premières années. C'est des choses qui sont en train de changer pas mal. Et on est en baisse de température autour du bâtiment de 2,8 degrés. Ça paraît peu. Quand même, moi, c'est pas négligeable. Hein. C'est dans un confort de fou, quoi. Et ça, c'est quelque chose, je ne veux pas rentrer un peu dans toute l'expression architecturale, mais tout le power, ils sont fabriqués avec un système que j'ai développé qui est complètement translucide. Tout cet environnement, tout ce territoire, voilà, il se retransperce dans nos salles et tout ça. On est toujours en constant contact avec l'environnement. Ça, c'est l'étage. J'ai arrivé de faire quand même un étage que je n'avais pas de doigts. Mais j'aime bien faire des choses que je n'ai pas de doigts. Ça, c'est de deuxième année. Ça, entre l'image de début et de deuxième année, voilà. Et c'était vachement bizarre. Voilà, je laisse les choses aller. Le façade, c'est pas moi qui ai dessiné. On a travaillé ensemble avec de chers amis qui est dans la salle. C'était génial. Et c'est les enfants qui ont dessiné le façade. Voilà, c'est être un peu
Moi, j'aime bien ça parce que je sais à Arcarev, au début, cette rapport entre l'humain et les écoles, c'était vraiment un moment très, très fort pour la ville de Bordeaux et beaucoup de choses qui étaient faites. Et voilà, travail sur un petit groupe scolaire arrivé, voilà, 2 ans après, qui se baisse un peu de température et que le môme se trouve voilà, dans une forme de univers un peu étrange, pas très joli comme d'habitude, un peu moche, mais voilà, je peux faire peut-être le sens plutôt que la beauté. Voilà, c'est un autre arbre échoué sur la plage. Il est gigantesque. Hein. si j'ai vu ça, j'ai dit c'est fou quoi. C'est dingue quoi. Et de manière que voilà, c'est un peu érodé par la mer et le sable et tout ça. Je trouve ça de fou quoi. Ça pose la question de l'équilibre de l'arbre parce que quand vous voyez un système racinaire de ce diamètre-là, ça veut dire qu'au-dessus vous avez un arbre qui fait 50 mètres quoi. Et quand vous imaginez un mât de 50 mètres sur un petit pied comme celui-ci, ça pose la question de son équilibre. Et en fait, l'arbre ne tient que parce... Alors, on ne les voit pas là, mais il fait des micro-pivots qui sont verticaux. Quand il commence à faire de l'âge, il fait plein de petits micro-pivots et il ne tient que grâce à ça. En architecture des systèmes racinaires, c'est extraordinaire ce que l'arbre construit pour tenir debout, quoi. Et chez les arbres tropicaux où les sols sont plus malléables, eh bien, l'arbre va développer sur le bas du tronc des grandes ailes comme ça qui se poursuivent tout autour de l'arbre, ce qui fait que quand on courbe l'arbre au sol, on a une grande étoile, mais pas de rond pratiquement. Et c'est ça qui tient l'arbre debout, quoi. Voilà, ça c'est une photo de Claude. Ça c'est des pins sambro en Autriche. C'est des arbres qui ont 400 ans et qui naissent dans les landes à bruyère, et en vieillissant, ils virent la lande pour mettre leurs collets et leurs jeunes racines à l'air pour pouvoir avoir une meilleure respiration quand ils sont en G. Cette forêt, elle est fabuleuse. C'est à Aubert-Gourgueul, si vous voulez aller le voir. C'est magnifique, hein, 2200 mètres d'altitude. Ça, c'est une pépinière qui fait pousser, c'est le seul au monde qui fait pousser le grand arbre. Voilà, il est une pépinière comme ça dans le monde. C'est hallucinant, quoi. Ouais. Hein? Mais comment il va sortir cet arbre de son pépinière, quoi? C'est comme, il y a une plante qu'on cultive beaucoup sur le littoral méditerranéen qui s'appelle le Mélia zédarac. Et c'est en découvrant une serre comme ça dans la région nantaise, dans les années, début des années 80, où justement, il y avait des mélias qui avaient dû être semés dans la serre, et ils étaient sortis de 7, 8, 10 mètres presque au-dessus de la serre. Et on avait subi les grands hivers. C'était après, moi je les ai découverts après les hivers de 86, 87, où il avait gelé très très fort. Et en fait, ils n'avaient pas gelé. Et c'est fort de cette constatation qu'on a commencé à planter cet arbre dans les rues à Nantes. On va passer vite sur quelques photos. C'est un territoire, c'est un lieu que je dors. Et voilà, c'est le Smithson qui participe dans l'expo. C'est un projet assez extraordinaire, très, très simple, très sobre. Je ne sais pas, c'est juste superbe. Et c'est une forme de mur qui enseigne une forme de jardin. Ils sont venus faire une petite excroissance de le mur qui est soutenu par beaucoup de végétation qui tiennent le truc. Et voilà, je ne vais pas dire plus. Voilà, ça c'est un projet de Claude. Non, c'est une église, en Grèce. C'est une église en Grèce. Voilà, c'est fou. Et tu rentres dedans, et il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'arbre dedans, il n'y a pas de racines, tout est dans l'épaisseur de le mur, quoi. La raison pourquoi je montre quelques-unes de ces photos, c'est de temps en temps, je pense qu'il faut être un peu fou, quoi. De temps en temps, il faut aller un peu dans l'extraordinaire, dans le merveilleux, dans des choses qu'on n'a pas l'habitude. On a parlé avec Claude sur cette notion de domestication de choses.
Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui sont travaillés avec la terre, qui modifient un paysage. On voit plein d'agriculteurs, il y a une modification à droite d'un territoire. Et il y a des choses qui se passent, c'est fou, quoi. J'en ai réalisé un projet, je ne vous montrerai pas ce soir, mais parce que le sujet, c'est quand même les arbres. Ça, c'est des kiwis. Voilà, près de 5 millions. J'en ai fait un bâtiment en kiwi qui se déplie comme une fleur. Pourquoi des kiwis? Parce qu'ils se nourrissent bien. Mais en New Zealand, ils fabriquent les ossatures de forme de paysage qui tiennent le kiwi. Mais quand même, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ils fabriquent ces formes de structures qui tiennent le kiwi. Et après, dans le moment de l'accueil, ils se déplient pour accueillir le kiwi. C'est donc plus de kiwi. C'est ces formes de l'homme dans l'agriculture. Je trouve une chose vachement intéressante. Et, putain, un projet qui lie nous, humains, d'un territoire. Et de nourriture, on voit partout dans le monde, de nourriture, c'est quelque chose de festif, extraordinaire. Il y a plein d'endroits dans le monde, on a des fêtes de tomates, les oranges, tout ça. C'est génial, quoi. Putain, pourquoi les architectes, ils ont oublié ça? Pourquoi? C'est tout bête et tout simple. Il faut juste rester un peu intime là où on est, quoi. Et voilà. On va montrer une ou deux diapos que j'ai fait avec un grand projet à Claude qui n'est pas réalisé, on est perdu. C'était avec Kaufman & Brown. C'est promoteur privé. Bon, on a fait un projet extraordinaire. On va pas expliquer beaucoup parce que le temps est très court. On va montrer deux images. Ça c'est la façade de projet. On a travaillé avec Claude sur cette notion que le ossature, le squelette de projet, c'était ces formes de support végétaux qui se développent de tous les étages, tous les hauteurs. L'idée, c'était un peu de rendre que l'architecture soit acceptable par le végétal. C'est-à-dire qu'en général, l'architecture ne permet pas la croissance, le greffage, entre guillemets, ou la croissance du végétal, sauf sur les très vieux monuments, sur les monuments en pierre. Et là, on a travaillé sur l'idée que le bâtiment, il serait fait pour le végétal. Et en utilisant une catégorie de plantes qu'on appelle les plantes chasmophytes. C'est-à-dire des plantes qui ont un régime de croissance très particulier parce qu'elles n'exploitent que les façades rocheuses, que les falaises, etc. Et on a à notre disposition un nombre de plantes relativement important qui vivent sur les falaises. Donc il s'agissait pour Duncan, une fois qu'on a bien expliqué comment vivaient ces plantes, etc., Duncan, il a commencé, lui, à phosphorer de son côté, et on est arrivé à ça, quoi. Voilà. Je ne veux pas montrer une image de projet, c'est pas grave. On est juste là en train de dire, voilà, ça c'était le process, le mécanisme qu'on a utilisé. Voilà, on n'est pas gagné, mais on a gagné un échange entre moi et Claude qui était vraiment extraordinaire. Ah oui, moi, on était vraiment en osmose. Je lui expliquais on n'avait pas d'alcool, on était beau, on n'avait pas de piqûre, on n'avait pas rien, fumé, hein. non, même pas un petit joint. Rien. Mais c'était génial, quoi. Et je te rappelle, c'était un après-midi, je m'en souviens encore. C'était au fur et à mesure que j'expliquais à Duncan, lui, il revenait, il me disait, ouais, bon, tac, tac. Et c'était vraiment un jeu de ping-pong pour arriver à ça, quoi. C'était assez impressionnant. Et on a travaillé avec des ingénieurs pour développer ces éléments qui étaient des structures de bâtiments. C'était pas neutre. Et on a mis, c'est un peu has-been maintenant, mais c'était tout décrit en 3D. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, tu sais, qui dessine les choses en 3D, numérique. Et voilà, on a fabriqué ces éléments qui est le support de plancher. Voilà. Dernier 2-3 diapos et je vais vous laisser tranquille pour aller planter des choses chez vous. Ça, c'est pas un cerf chaud, c'est un cerf froide. C'est à Lisbonne. Oui. Elle s'appelle l'Estufa Fria, si vous connaissez.
un milieu absolument extraordinaire. Est-ce qu'on est dedans ou dehors? C'est fou, quoi. Et comme tu faisais ça dans différents moments de l'année, c'est magie, quoi. Et c'est fabriqué avec peu de choses. Et c'est absolument génial, quoi. Voilà. C'est juste une ombrière, c'est tout. Bien, on est à Lisbonne, donc on a un climat relativement doux, mais il y a des choses extraordinaires dans cet endroit. Et... J'ai découvert comme ça par accident, mais je suis resté je ne sais pas combien, 2-3 heures dedans. Voilà, ça c'est un petit projet le dernier projet que je veux montrer, qui est juste ici à Bordeaux, là, qui était compliqué à faire. Et voilà, c'est un petit texte qui était fait par Philippe Ram à cette époque-là. C'est un ancien texte, mais j'ai toujours des choses un peu dans ma poche arrière et j'ai sorti ça. Et voilà, c'est un bon sommaire de choses que je tente à dire qu'il faut absolument répondre dans ce sens-là, quoi. Ça, c'est le cahier de charges. Comment il faut faire l'architecture d'un ZAC. Vous avez aucun droit, et je dis c'est le droit, hein, you have no right pour aller lors de cette volume. Ça veut dire tout ta balcon, toute ta coursive, ils sont... Tu es dans la boîte, quoi. J'appelle ça l'architecture de boîte de chaussures, quoi. C'est des boîtes avec des trous dedans. Je pense que c'est grâce à ça, notre pauvre petite planète, il est en souffrance. Et on essaie d'engager peut-être d'autres manières de penser. Mais voilà, ça c'est... J'avais que le droit de travail dedans ça, là. Bon, on est juste à côté de Darwin, ils disent Duncan, allez, cowboy, le ville a besoin de vous, allez. So, j'ai fait des concours contre Winnie Mass, et on a gagné. Et c'était punaise. C'est travail sur la forme. Ben, tu sais, la forme, c'est pas mon meilleur outil de penser. Il faut faire plutôt une architecture beau. Je suis plutôt dans le moche. Et j'ai horreur de faire des choses qui sont intériorisées. Mal barré, quoi. Mais bon, j'ai quelques amis ici qui sont travaillés sur le dossier. On a dit, il faut commencer par se marrer, quoi. Voilà, on a commencé. Et on travaille un peu comme ça, la petite maquette de rien du tout, mais la chose qui est intéressante, c'est, voilà, on est notre volume, tout classico, tout le forme, tout ça. Et on avait une petite bande de terre ici, devant le logement, façade sud. Et tu sais, comme j'aime les arbres, quoi, parce que je trouve les arbres, ils sont très respectueux de nous, et il faut nous, on est un peu respectueux de eux. Et j'ai vu par rapport au Garon, le parc est dessiné par Divine, et surtout dans la rue de Hortense, on a un affilié de The Shop qui sont assez belles, très beaux, très sommaires, et c'est pas un grand show. De temps en temps, il y a une petite dent creuse en façade, et il y a un petit jardin. Par contre, tout le monde a un jardin derrière, quoi. Et j'ai dit, je vais jongler un peu avec Winnie, et je vais prendre le même système que lui, il avait travaillé. Parce que lui, il a travaillé sur les couples, toc, 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 toc. Excuse-moi, Winnie, je dors. Non, on est très proches amis. Voilà, je sais, je dis ça un peu en blaguant, mais voilà, on est sorti de la règle. Et je dis, la chose que je voudrais, c'est prolonger toute cette forme-là, prolonger jusque sur ma jardin et envelopper tout ça. Et peut-être avec ça, je pouvais faire une pièce, une nouvelle pièce, en forme de pièce en 3D,
ou je pouvais peut-être engager des gens pour aller dehors. Voilà. C'est mon seul mécanisme de faire. On avait le volume de base, et j'avais pas le droit de sortir ça, mais j'ai triché un peu. Je dis, voilà, on va faire ça. Et on va travailler ça un peu comme à Lisbonne, un peu, voilà, parce que je n'avais pas le droit de fabriquer un volume. No possibility. Out of order, if I did. J'ai dit, voilà, on va travailler ça comme un jardin en 3D, et je vais peut-être offrir aux gens un espace de 7300 mètres cubes, pas carré, mètres cubes. Ça change de donne. Et donc, cette mètre cube que je donne, voilà, j'incite les gens qui peuvent aller dehors, parce qu'il y a des balcons. Et finalement, Winnie, ils disent, Duncan, c'est pas très con ton affaire, là. Voilà, c'est vraiment presque la fin de le chantier. C'est un lieu un peu extraordinaire, un peu fou, quoi. Un truc de rêve, où des gens, ils ont le balcon. Ça fait un petit quartier, ils se discutent entre eux. Salut, Jean, ça va? Yeah. Boire un Corona? Oui, yeah, no. Ok, cool. On est dans le dernier niveau, on est à fond de rooftop. Voilà, un espace où les gens, les habitants, peuvent aller, avec aussi un espace pour jouer le domino. Et on a fabriqué tout ça dans le même prix que ces bâtiments de forme. Juste de forme. Parce que ça, c'est une autre chose, mais gardez ça, c'est un secret. C'est comment on travaille avec le paysage, avec l'architecture. Et ils sont bien imbriqués. Tu peux arriver dans le même prix. C'est pas si cher que ça, quoi. C'est génial. Mais c'est un secret. Et voilà, cet volume de 7300 mètres cubes, bien sûr, on ne va pas juste donner au début des arbres en rez-de-chaussée. Pour des gens en rez-de-chaussée, on va développer ce jardin un peu en 3 dimensions. Voilà. Claude a dit, putain, vous avez mis des choses dans nos pots. Mais je dis, oui, mais je pense que ça va marcher quand même. Hein. Si, on va revenir à la notion d'accommodation, c'est-à-dire que si il n'y a pas de manque d'eau dans les pots, les arbres vont exploiter le milieu jusqu'au maximum, comme font les arbres dans les fissures de rochers d'ailleurs. Ils vont exploiter au maximum le sol, et quand il n'y aura plus de sol, le peu qui se développera à la surface du pot, de mousse, choses comme ça, sera suffisant pour nourrir l'arbre, qui va se nanifier de lui-même, et il s'agit qu'il ne manque pas d'eau. Et du coup, si on met suffisamment à manger, on peut, en fonction de ce qu'on va mettre dans le pot comme sol, on peut presque savoir à quelle hauteur on va l'amener, et on sait qu'à partir de ce moment-là, il va arrêter de pousser. Et du coup, l'arbre peut s'accommoder. La seule chose importante, c'est qu'il ne manque jamais d'eau. Mais les arbres, ils vont se nanifier d'eux-mêmes, pousseront presque plus. Et on a des expériences. Moi, j'ai travaillé sur l'arbre au héron, des machines de Lille à Nantes, et on a végétalisé des branches sur le même principe que ça, sans eau, sans apport d'eau et sans perte. Voilà, ça c'est fin de l'été dernier, on avait un problème de moment de plantation. C'est Maria Tong, un paysagiste qui travaille avec nous là-dessus. Elle était très inquiète. Moi, j'étais 10 fois plus inquiète qu'elle. Parce que voilà, c'est quand même des êtres vivantes. C'est pas évident. C'était un peu flippant. Mais bon, on a bon espoir que le temps va passer et ça va être plutôt pour nous, quoi. Claude il a l'air d'être confiant. Chose que je ne peux pas vous montrer, mais vous comprenez bien mon discours et je ne cache pas derrière. Donnez le temps. Donnez le temps. Juge pas un truc qui est juste commencé.
donner le temps. Et croyez-moi, dans 10 ans, peut-être moi je vais être par là, j'espère. Mais voilà, dans 10 ans, ça serait quelque chose d'assez extraordinaire. Et je suis très, très heureux que 3 ou 4 de Zekira, dans ce logement-là, c'est des gens qui habitaient dans la campagne. C'est des gens qui sont arrivés dans un moment de la vie que voilà, être dans la campagne et de tendre de grandes surfaces et faire l'entretien que vous besoin de faire pour un jardin, mais c'est comme nous, on brosse le dent le matin. Ils sont achetés ici parce qu'ils ont trouvé sa place là. On avait le Covid, on voit tout le monde aller vers l'extérieur. Là, je suis très très heureuse de tendre que c'est un petit détournement qui est passé, quoi. Ça c'est assez heureux de ça. Bon, je reste, ça c'est mon dernier diapo. Ça c'est la façade côté nord. Voilà, et là aussi, le but c'est tous les logements sont traversants, bien sûr, et voilà, c'est la façade ruine, quoi. C'est la façade ruine avec la végétation qui reprend ses droits dans les espaces intérieurs. Et croyez-moi, ça c'est la première année. S'il te plaît, donnez pas moi, parce qu'en disant, comme je dis, mais juste donnez le projet un peu de temps, s'il te plaît. C'est parce que c'est une bonne matière de construire et de construire avec. Voilà, j'ai un autre petit projet, mais je crois que je vais arrêter là. J'ai un projet que j'ai en train de faire à Rennes. C'est un nichois. C'est juste un nichois. Voilà. Qui va être exposé. Je fais ça avec Dominique Perrault et Ken Gokuma. C'est un corridor écologique qui traverse à Rennes. Et voilà, je vais montrer ça une autre fois. J'ai 3 dépôts. Hein? Oui, mais tu sais, derrière chaque image, il y a une histoire. Voilà. Ça c'est le plus beau logement collectif que je connaisse jusqu'à aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Ça, c'est fabriqué par un petit être qui s'appelle le weaver bird. C'est le seul oiseau qui fabrique un community social. Et c'est ça. C'est son nid. Et c'est un nid qui dure 100 ans. Et c'est pour 30, 60, 100 oiseaux qui habitent ensemble. Et cet endroit, ce truc-là, c'est fou. C'est fou. Et c'est dans les endroits en Afrique du Sud, et c'est un désert qui est très très fort, très très froid le soir, et très chaud dans la journée. Et la manière que cet petit oiseau, qui fabrique cette colonie, voilà, il tisse, il se protège sur des choses horribles comme le serpent, il se protège contre le froid, il se protège contre le chaud, et ils se vivent en colonie comme ça. Voilà, ça c'est le porte d'entrée. Et la chose qu'ils ont vu, que cette weaver bird, il se conçoit et construit cet habitat gigantesque qui date des années et des années et des années dans certains arbres. Et la chose qui se passe, il est en train, avec le changement climatique, il est tout un bouleversement et changement qui est en train de se passer sur l'écologie. Ça devient un endroit pour accueillir les animaux. Hein, il est le feuille qui pousse plus parce que voilà, il y a un refroidissement très local de cet endroit-là. Et voilà, moi j'ai dit, putain, moi je suis vachement con par rapport à eux. Je veux bien fabriquer le logement un peu comme ça, avec une simplicité, avec ces territoires, ces liens. Et voilà, mais bon, là j'ai construit c'est un habitat pour des oiseaux à Rennes. On
travaille avec Kenga Kuma qui fait ça. Et croyez-moi, de faire un truc comme Aviva Bird, c'est mouse costaud. C'est super compliqué, quoi. Mais on arrivait. C'est un nichoir. Plutôt que de faire une forme de boîte architecturale, j'essaie de faire une forme de mimétisme entre un être, un oiseau, de manière qu'ils se vivent ensemble, et comment ils se conçoivent et construisent des choses intelligemment, avec une simplicité, avec le matériau qui se trouve sur place. C'est ce qu'on a fait à Rennes, et c'est pas grand-chose, mais j'ai pris un grand plaisir de faire. Voilà. Merci beaucoup, c'était fabuleux. Alors, avant de passer la parole aux membres de notre public pour des questions, des commentaires, je vais un peu exercer le rôle de promoteur des activités d'Arc en Rêve. Vous êtes tous chaleureusement invités à revenir ici la semaine prochaine, jeudi soir à 18h30. On aura la conférence de Graou qui inaugure une exposition qui d'une certaine manière relance quelques-unes des thématiques qui ont été explorées ce soir. L'exposition s'appelle La Métropole Jardin. Et donc on va à travers 4 cas d'études à Bruxelles, Bordeaux, Chicago et Phoenix en Arizona revenir sur cette idée de relation entre architecture et nature. Donc jeudi prochain, conférence à 18h30 suivie d'un petit cocktail. Ça sera du vin puisque nous sommes à Bordeaux. Mais est-ce qu'il y a des questions? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été touchés par cette conférence. Donc il y a des microphones en salle des deux côtés, donc levez la main. Il faut parler dans le microphone pour que ça soit capté dans notre enregistrement. Bonjour, j'ai une question pour vous deux. Donc, merci déjà pour votre intervention, c'était très intéressant. Votre intégration des arbres dans vos constructions, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur les constructions en elles-mêmes? Par exemple, le réseau des racines, est-ce que ça peut endommager par exemple la structure, etc. Oui, bien sûr. Oui. Mais comment on regarde des choses qui se trouvent à Bâle avec des arbres qui finalement soutiennent l'architecture. Voilà, c'est dépendant quelle mesure on fait des choses, quelle mesure on regarde. Mais oui, on a des réponses techniques très précises pour tout ça, quoi. Très très précis. Mais il faut juste la volonté de faire. Il n'y a pas de problème, c'est pas de grande prouesse technique. C'est banal, mais il faut juste poser de bonnes questions et les réponses sont là, quoi. De toute façon, les racines ne vont que là où on leur permet de passer. Donc si, comme Duncan l'a dit, il a fait des confortements suffisants, les racines n'iront pas dedans. Elles vont les contourner, elles vont aller ailleurs. Du coup, l'arbre, quand il est près du bâtiment, il va envoyer ses racines principalement à l'opposé du bâtiment. Il va en envoyer, mais comme il ne veut pas aller plus loin, le développement des racines va se limiter. Souvent, on voit, elles forment le long de la paroi un feutrage important, puis elles s'arrêtent là, quoi. Par contre, si on a des fondations qui sont en pierre, poreuses, etc., alors là, les racines ne passent dedans et elles sont loin. Et là, ça peut poser des problèmes au bâtiment, mais sur des fondations de ce type, dont les racines, elles n'y vont pas. Mais je peux poser la question, est-ce qu'on ne peut pas penser que dans l'architecture, il peut être des endroits qui meurent dans l'architecture? Est-ce que des endroits qui peut-être confortent? C'est juste un regard, hein. C'est une attitude de prendre, quoi. Je sais que ce que j'aime bien faire moi. Mais
travaille avec un promoteur privé aujourd'hui, mais fais gaffe. Voilà, on a tous besoin de travailler, quoi. On est dans le monde professionnel aussi. Oui, il y a des réponses. Et souvent, les gens me disent, mais tout ça, entretien. Mais je dis, allez, fais foutre, quoi. Ton corps, tu entretiens ton corps quand même, non? Peut-être. Non? Tu fais ça au moins une fois, deux fois dans la journée, quoi. Ben, moi, ce que je vous montre là, les gens ils prennent plaisir, ils font ça une fois après 2-3 ans, et après chaque année, pendant 2 semaines, quoi. Où c'est le problème? Dis-moi où c'est le problème. Mais voilà, on est trop coupé de notre environnement. Tout ça, c'est des petits éléments que j'essaie de s'aimer pour parler de cette chose, quoi. C'est tout. Je voulais juste rebondir par rapport à cette question, parce que je ne cessais de penser pendant toute la conférence. Vous avez parlé de la forêt dans la ville. Et alors là, je reviens sur des choses très concrètes et des choses qui se passent pour nous à Bordeaux, par exemple. Maintenant, on nous a annoncé qu'il allait y avoir beaucoup de plantations d'arbres. Et tout de suite, l'inquiétude qui est devenue de la part d'un certain nombre de personnes, oui, mais les sous-sols, les réseaux, qu'est-ce que ça va faire, que ça va devenir? Et il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas et qui pensent que ça va complètement attaquer quelque chose, enfin, où ça va être très compliqué, tout ça. Et je trouve très important tout ce que vous dites aujourd'hui, mais savoir comment on peut se le représenter, parce que tout de suite, les fantasmes arrivent très, très négativement d'abord. Enfin, c'est ce que tu dis d'ailleurs. Mais comment, justement, avec des réseaux déjà installés qui n'ont pas prévu les arbres. Enfin, je veux savoir ces questions-là. Est-ce que vous les abordez parce que enfin, je veux dire, les rêveries que tu as, ce qui est intéressant, c'est que tu nous les as réalisées. Donc, on sait que ce ne sont pas des choses. C'est pas comme ça en l'air, quoi. Enfin, bon, mais comment ça peut passer un peu plus loin? Alors, je peux vous parler de l'expérience nantaise, parce que depuis, je crois, une trentaine d'années maintenant, on plante sur les réseaux. Et il y a eu des contrats, entre guillemets, passés entre la ville et les concessionnaires des réseaux, pour qu'ils acceptent la plantation des arbres dans les rues, où il n'y a pas possibilité de planter sans passer sur le réseau. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un bon nombre de rues à Nantes, avec l'espace d'une vingtaine, trentaine d'années de plantation sur réseau. Alors, il n'y a qu'une problématique, mais qui n'est pas incontournable, parce qu'en maintenant, c'est un peu... Lorsqu'il y a intervention sur le réseau, évidemment, on a un chevelu de racines autour des réseaux qui est un peu compliqué. Et on sait maintenant, à l'air comprimé, enlever toute la terre autour des racines et extraire la plante comme on extrait une dent sans aucune difficulté pour les réseaux. Donc, a priori, aujourd'hui, planter sur les réseaux, ce n'est pas vraiment un très gros souci. En tout cas, l'expérience nantaise l'a prouvé. Je comprends bien la question. Je n'ai peut-être pas une réponse à vous apporter, Yann, mais à la fin, ça va être obligé d'être un choix. Moi, je vois des choses comme ça. Je ne suis pas en train de défendre le mécanisme, voilà, je ne suis pas là de foutre la merde, mais un moment, je pense vraiment qu'il faut commencer à faire le choix. Et moi, je tiens à dire, voilà, je commence à être un peu de bouteille, pas aussi que Claude, mais ouais. Et il y a des choses qui se passent, et comme on ne fait rien, et on ne fait pas un choix, la merde que nous on a foutée, ça ne va pas se ranger toute seule. Hein. Et je sais, sincèrement, pour moi c'est vachement difficile.
Duncan, tu travailles des végétaux, de nature. Non, moi, c'est la nature humaine qui m'intéresse, putain. Et sincèrement, il faut absolument... je sais pas, il faut répondre, il faut réagir. De temps en temps, moi, je fais un projet qui allait un peu trop loin, mais je fais exprès. Je suis obligé de faire exprès. Je suis obligé de peut-être mis le pointer là, que ça me fait un peu chaud, quoi. Je prends le minimum de compromis. Je souffre beaucoup. C'est pas évident à faire. Tiens, tout ça devant les gens. C'est pas mon argent, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais voilà, un moment de ma vie que j'ai vraiment approché un arbre, c'est en Irlande du Nord, que j'ai crasé un bagnole et les braconniers, ils ont me trouvé dans un arbre. J'ai mes deux bras cassés, mes dos et tout ça. Et voilà, il y a certaines choses qui me traversent ma vie. Et moi, je veux juste rester honnête avec vous. J'ai juste envie de partager les moments qui sont durs, parce que dans les moments durs, il y a aussi des moments absolument de pression, quoi. Et voilà, moi, j'ai eu beaucoup de sympathie et beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un comme Jacques Andelade, que vous connaissez. Et c'était pas de faire l'architecture qui m'a fait rebondir avec Jacques. C'est juste de la vie quotidienne, quoi. C'est juste de passer le moment ensemble et discuter. C'est ce que j'essaie de faire avec Claude, il ne sait pas qu'est-ce que je fais. C'est la première fois qu'il m'a montré ces images-là. Il répondait tout de suite là-dessus. Il parle un langage que moi, j'ai envie d'employer dans ma vie quotidienne, quoi. C'est génial, quoi. Et je vois dans les écoles, on n'est pas de bons outils. Dans les écoles d'architecture, on donne des outils qui sont caducs, quoi. Qui sont, je ne sais pas, dans le Beaux-Arts, toi tu connais mieux que moi, mais putain, ils sont en train d'utiliser des outils qui est la raison pour laquelle on est dans une merde pareille, quoi. Mais c'est un problème de choix. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi j'ai une question. Vous avez évoqué le concept de phytosociologie. Il me paraît plutôt séduisant. On a eu, encore une fois, dans des précédents colloques, plusieurs auteurs nous ont expliqué comment les métaphores du monde végétal sont beaucoup plus intéressantes aujourd'hui que celles du monde animal, parce que finalement, elles parlent de collaboration, de coopération, de réciprocité. Le vieux mythe darwiniste des animaux, c'est que le prédateur bouffe la proie. Vice-versa, le monde végétal ne peut que fonctionner grâce à des mécanismes de transfert, de partage. Et ça, c'est une question un peu plus technique pour toi, Duncan. Est-ce qu'en tant qu'architecte, tu as fait des choix vraiment techniques de changer un matériel, d'en employer un autre, parce qu'il serait plus efficace, plus accueillant, plus utile par rapport aux plantes ou à la nature que tu vas incorporer? Ou finalement, le seul fait d'associer architecture construite, donc en béton, en bois, en fer, avec le végétal, déclenche déjà suffisamment d'effets, ou dans le futur, tu peux imaginer que les architectes vont vraiment réfléchir, est-ce que cette pierre est meilleure que cette autre parce qu'elle va réfléchir le soleil différemment et donc générer des effets positifs sur les plantes? Donc quand tu dis que les outils sont caducs, est-ce qu'on va, d'une manière optimiste, incorporer une meilleure connaissance des aspects botaniques pour changer un peu la manière avec laquelle on fait des projets? Je suis en train de faire un projet de 90 mètres carrés à Paris qui s'appelle Ecotone. Et c'est compliqué. On est en train de finaliser le dépôt de PC. Et tout de suite, les gens, ils ont accroché sur le projet et ils disent, voilà, vous êtes en train de travailler sur un nouvel truc, c'est le biomimétisme. Le biomimétisme. Je ne comprends pas. Systématiquement, tu sais de faire quelque chose qui fait bouger des lignes et vous êtes obligé de trapper, juger, démarquer et tout ça. Et sur quel intérêt, quoi? Sur quel intérêt?
c'est quelque chose que je peux vous partager avec vous. Je trouve on est dans une société, dans un moment, surtout dans notre job, quoi, parce qu'on a un job à faire, qu'on est toujours canalisé, on est toujours figé, catégorisé. Et c'est un bordel, quoi. C'est fabriqué un bordel. Je comprends bien ton question. Je ne suis pas en train de vous répondre directement, mais... Et moi, comme je suis dans certaines écoles en première année, et c'est de nouvelles mômes qui entrent, donc, putain, architecture, tout ça, mais cool. Juste être cool. Moi, je suis là, voilà, on va partager des moments ensemble, mais une chose que je ne veux pas faire, je ne veux pas vous juger. Mais monsieur le professeur, vous ne me jugez pas, mais comment je vais avancer? Problème. Comment on peut gommer ça? Comment on peut évaser de ça? Je ne sais pas trop, j'essaie de faire mon mieux, quoi. Mais je pense, voilà, il faut penser doucement. Je pense, voilà, le projet ici à Niel, j'ai mis un façade plutôt réfléchissant parce que je sais que dans cette façade, normalement, je n'avais pas le droit à faire, mais je arrivais avec Winnie. Voilà, ça aide sur le bien-être de plantes. Il y a des petits mécanismes qui déjà on peut mise en œuvre avec des choses disponibles. Et Winnie avait raison. J'ai écouté un truc qu'il avait dit dans une émission de l'autre jour. Il dit, voilà, souvent on fait un projet qui est très chaud. Et tout de suite, dans la construction, ça devient de moins en moins chaud. Il faut mettre juste là où il faut mettre l'effort. Tu ne peux pas mettre des efforts partout, quoi. Il faut mettre des efforts juste là où il faut. Et il faut tenir. Et il faut que tu tiens. Et il faut que tu tiens. Et il faut que tu bois un coup. Et il faut que tu tiens. C'est pas évident. C'est pas évident parce que voilà, les gens dans cette salle-là qui travaillent avec moi depuis des années, Brigitte, qui suivent le chantier, il faut que tu tiens. Elle ne boit pas, mais elle tient. Voilà. Et je veux dire vraiment un grand merci de Claude, parce que avant ce soir, il ne savait pas. Je ne savais pas. Il ne savait pas. Ils savaient pas que, voilà, ils savaient rien. Voilà. Merci, bonne femme. Mais ils savaient beaucoup de choses quand même.